Et bonjour Charline Vanhoenacker. Bonjour Antoine Decaune. Bonjour, qu'est-ce qui nous attend par Jupiter dans quelques instants? Dites-moi tout. Eh bien, un homme vous attend, c'est l'auteur de la bande dessinée intitulée Le Président, qui imagine Cyril Hanouna candidat en 2022 et élu. Il s'appelle Philippe Moreau-Chevrolet, il est communicant. Et c'est un petit peu comme si vous prenez un caniche abricot, vous lui mettez un communicant, il peut devenir président. Voilà, je vous ai résumé l'affaire. Bon, c'est dans quelques instants. Là, je viens d'entendre les bips, il est 17h sur France Inter. Les infos, Pierre-Antoine Lefort. Et un cataclysme potentiel pour des dizaines de milliers d'emplois, c'est ce que prédit Laurent Wauquiez. Il réclame une réunion de crise au gouvernement alors que les stations de ski ont vu leurs espoirs douchés hier. Les remontées ne réouvriront pas le 1er février. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui concentre la majorité des stations, souhaite aussi un véritable plan Marshall de la montagne. Ce qu'apporte la montagne pendant la saison d'hiver à notre pays, c'est plus de 5 milliards d'euros. Vous imaginez le choc de la décision qui a été prise hier. La montagne dans notre pays, c'est 120 000 à 150 000 emplois. Vous auriez Renault qui annoncerait un plan de licenciement de 4 000 emplois, tout le monde serait catastrophé et tout l'État serait mobilisé. Ce dont on parle, c'est potentiellement un cataclysme en termes d'emploi pour tout notre pays. D'abord, il faut d'urgence qu'il y ait une réunion de crise qui soit convoquée à Matignon avec tous les acteurs concernés et qu'on évalue l'ensemble de l'impact. Le danger, c'est qu'on ait des cabinets médicaux qui ferment, que dans la montagne française, il n'y ait plus de médecins. Et donc, il faut une réunion de crise avec un vrai plan Marshall pour la montagne. Si on veut arriver à sauver et que des gens qui ont investi parfois une vie de travail ne perdent pas tout, c'est maintenant qu'il faut agir. Laurent Wauquiez avec Christophe Vincent. À Sancy, dans le Puy-de-Dôme, cette fois, les exploitants cherchent une parade à cette non-réouverture et ouvrent le domaine aux activités alternatives comme la luge, la raquette ou encore le ski nordique. Il n'y aura pas de retour à la normale dans les universités au deuxième semestre, prévient Emmanuel Macron. Face à des jeunes de Paris-Saclay, le chef de l'État a fait une série d'annonces pour les étudiants, pour beaucoup démoralisés et privés de cours en présentiel depuis plus de 2 mois. Il souhaite notamment un jour à l'université pour tous par semaine, promet 2 repas à 1 € par jour au restaurant universitaire, même pour les non-boursiers, et la création d'une aide pour financer les séances chez un psychiatre ou un psychologue. Le Conseil européen débutera dans une petite heure maintenant, une réunion en visioconférence pour les dirigeants des 27 pour tenter de trouver des solutions face à la pandémie de Covid-19. Tout à l'heure, le Portugal a annoncé la fermeture des écoles pour 2 semaines face à la recrudescence des cas, notamment de variants britanniques. Des milliers de professionnels de la santé et de l'action sociale à nouveau dans la rue aujourd'hui. Ils dénoncent leurs conditions de travail et réclament de meilleurs salaires. Ces agents du médico-social se considèrent comme les grands oubliés du Ségur de la santé et souhaitent les mêmes droits que ceux qui ont été accordés aux soignants cette année. Des rassemblements à Paris, Marseille ou encore Charleville-Mézières où ils étaient 70, dont ces aides-soignantes à domicile. On est un peu oubliés, on est un peu mis de côté et c'est vrai que c'est énervant parce qu'on se dit on fait tous le même métier, on fait la même chose et pourquoi pas nous À domicile on fait des soins, on est tout seul et on réalise les mêmes choses et on fait même parfois des dépassements de tâches, on n'a pas le choix. On a le même diplôme que les soignants de l'hôpital, mais on n'a pas le même salaire. On n'a déjà pas non plus à la prime grand âge, alors que la majorité de nos patients sont des personnes âgées. On a beaucoup plus de patients. Il y a moins de gens qui vont en maison de retraite depuis le Covid. On a de moins en moins de personnel parce que, vu le salaire, on a beaucoup de collègues qui partent ailleurs. Et donc voilà, on se retrouve avec des journées, une surcharge de travail. En plus, c'est arrivé dernièrement. Moi, j'avais 3 cas positifs dans une même famille. On a quand même des protocoles. Et voilà, on finit beaucoup plus tard que prévu. Ces aides-soignantes à domicile, au micro d'Alexandre Blanc de France Bleu Champagne-Ardenne pour France Inter. Le Sénat adopte en première lecture la proposition de loi qui crée un crime sexuel sur mineurs de moins de 15 ans. Un texte adopté par 343 voix pour, 0 contre. Ce nouveau crime serait constitué dès lors que l'auteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime, ce qui veut dire qu'il ne sera pas nécessaire d'établir par exemple la contrainte ou la violence pour caractériser l'infraction. C'était l'un des fugitifs les plus recherchés d'Europe. Le Français François Di Pasquale vient d'être interpellé en Espagne, dans la banlieue de Barcelone, condamné par contumace à 10 ans de prison pour avoir violé une femme de 84 ans et agressé sa propre compagne. Des faits qui remontent à 2009 et 2012. Incarcéré puis libéré, il avait pris la fuite avant son procès en 2016. En octobre dernier, Europol avait diffusé sa photo, ce qui a permis de recueillir des informations importantes pour le retrouver. Noël Le Graët voudrait bien rempiler. Le président sortant
sortant de la Fédération française de football, sera bien candidat à sa propre succession. C'est le 3e à se présenter après l'ancien président de la Ligue de football professionnel, Frédéric Thirier, et l'entrepreneur Michel Moulin, à 79 ans. Et Massarango, le Breton, en poste depuis maintenant près de plus de 10 ans, brigue un nouveau mandat de 4 ans. Rien n'arrête Noël Le Graët. Après bientôt 10 ans à la tête de la fédération sportive la plus puissante de France et remis d'une leucémie, il repart donc au combat, fort d'un titre de champion du monde acquis il y a un peu plus de 2 ans avec le sélectionneur Didier Deschamps. Pourtant, ses adversaires ne se sont pas privés déjà de l'attaquer sur l'état du monde amateur frappé par la crise sanitaire et la baisse des licenciés, mais aussi sur l'ambiance délétère en interne à la fédération et la fronde contre sa directrice générale. À quelques semaines du dépôt des candidatures fixé au 11 février, l'ancien président de la LFP et du club de Guingamp, dont il fut aussi maire, attendait de connaître les résultats de scrutins locaux des ligues et districts avant de se lancer. Sur sa liste notamment, à nouveau Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, ou encore celui de Strasbourg, Marc Keller, présenté comme son dauphin et qui pourrait prendre la suite si Noël Le Graët n'allait pas au bout de son mandat. Il était l'une des dernières figures de l'âge d'or de la bande dessinée franco-belge. Jean Graton, le créateur du personnage du pilote automobile Michel Vaillant, est mort aujourd'hui à Bruxelles. Il avait 97 ans. Au total, il a publié quelques 70 albums depuis 1957, lorsque les premières aventures sont sorties dans le journal de Tintin. On y revient plus longuement dans le prochain journal à 18h. Enfin, un mot de la météo et la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques qui sont placés en vigilance orange au vent violent à partir de demain 6h, avec des rafales attendues de 100 à 130 km/h sur les côtes, voire 140 km/h localement. Ce soir, sur France Inter, Feu Chatterton et François Ravard se partagent côté club. 22h, Laurent Goumard. François Ravard se souvient de ses années manager de Marianne Faithfull et Téléphone. On rêvait d'un autre monde, tandis que Feu Chatterton rêve d'un monde nouveau, leur 3e album. Au bord de l'eau, un pigeon défunt. Côté club, une heure branchée sur la scène française d'aujourd'hui. Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 22h. Il est 17h06, vous écoutez France Inter et tout de suite on retrouve Par Jupiter avec Charline Vanhoenacker. Bonjour. Bonjour Pierre-Antoine Lefort. Vous avez passé une bonne journée de flash? Mais très bien, et vous-même? Mais très bien. On a des nouvelles de Joe Biden, ça fait un moment. Je pense qu'il dort. Ah d'accord, on sait ce qu'il a mangé, s'il a passé une bonne nuit, sa température. Je vous laisse enquêter si vous voulez. D'accord, écoutez, merci. On fait une bonne équipe, j'ai l'impression, Pierre-Antoine, vous et moi déjà. Allez, on va prendre le relais. Merci pour les infos. Prochain rendez-vous avec la rédaction, ce sera à 18h. La semaine dernière, dans le bureau de Par Jupiter. Salut les amis! Ouh là là, Guillaume, mais tu lis? Ouais, faut pas s'affoler, hein, il lit une BD. Ouais, c'est une grosse BD qui parle de nous en plus. Non, pas de nous. Déjà, moi j'y suis pas, puis calme ta joie, il y a qu'une planche sur Par Jupiter. Mais quand même, on est devenu une institution, quoi. Ma personne est sacrée. Voilà, ça je sais pas si c'est très bon signe. Hein. On n'a pas envie de devenir un meuble de la 5ème République non plus. Oui, puis alors là, accroche-toi, l'institution, c'est pas nous, tu vas adorer Charline. L'institution, c'est Cyril Hanouna. Ouais, mais nous, on est décrit comme une référence en matière d'humour. Attendez, faites voir. Oui. Mais je suis très mal dessinée. Ah, carrément. Ouais. Mais c'est qui cet auteur là, ce Philippe Moreau-Chevrolet? Comme son nom l'indique, c'est pas la Rolls des auteurs non plus. Alors attendez, je le google. Voilà, je vous lis ça. Bio né en 73, Philippe Moreau-Chevrolet est un communicant. Top, c'est bon, on l'invite, c'est bon. Tu veux inviter un communicant, Charline? T'es sûr que ça va? Ah bah ça va super, on l'invite, que dis-je? On le convoque. Bon, alors tu vas rire, je continue. C'est un ancien journaliste. Ah ouais, disons, prof de storytelling à Sciences Po, la maison de Duhamel. Ah là là, je le veux. Celui-là, je le veux. Vous me le programmez vite. Et puis la BD, elle s'appelle Le Président parce que ça raconte l'irrésistible ascension politique de Cyril Hanouna. Bah, qu'est-ce que c'est, une crise d'hypoglycémie? Je vais chercher du sucre. Non, au contraire, ça, mon petit pote, c'est de l'hyperglycémie. Elle est beaucoup trop contente, paf, elle s'évanouit de bonheur. Ah ouais, mais n'empêche que je trouve qu'elle ressemble pas mal à sa version BD, là, regarde. C'est vrai, en plus, regarde là, par terre, elle fait même des bulles. Bonjour la France Inter et bienvenue au sein du cabinet de conseil Poilade Consulting and Fish and Chips, dont voici la devise: ce qu'on ne peut pas dire, il ne faut surtout pas le taire, mais l'écrire ou aller le dire sur CNews.
Jacques Derrida, complètement bourré après une soirée avec Finkielkraut. Au sommaire de cette émission, l'exemplarité des politiques est-elle applicable à la vaccination ? Bon, Lynn Renaud a pris sa dose devant les photographes, mais nos élus les plus en vue n'ont pas fait de picouse médiatique. Montrez l'exemple, est-ce que c'est attendre sagement son tour ? Demandons-leur. Regardez, moi par exemple, imaginez que je reste vivant. Qu'est-ce que je vais devenir ? Un vieux connard, un trou du cul. Notre président dit que ce qui s'est passé au Capitole le 6 janvier, vous savez, des Vic Rockets avec des cornes de vikings, eh bien ça n'est pas l'Amérique. Trump serait une anomalie dans l'histoire de la démocratie américaine. Un article dans Slate titre, lui, que Trump n'a pas disparu hier, qu'il est là depuis des siècles. Mais on la connaît, cette vieille question. Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre. Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre. Le magazine Vogue a été contraint de changer sa une sur Kamala Harris. La première version de la couverture montrait la vice-présidente américaine en basket. Sous le feu des critiques, Vogue a ensuite opté pour un style moins décontracté et jugé plus digne, plus classe. Je voulais vous dire que j'aime personnellement beaucoup votre look. C'est un sans faute. Félicitations. J'ai retrouvé un chèque cadeau de la Redoute. Je suis sûr que vous en ferez bon usage. Et à mes côtés aujourd'hui, vous l'avez entendu, c'est Juliette Arnaud. Oui, avec une fine équipe de communicants aujourd'hui, avec tout d'abord celui dont le slogan pour diriger le pays est « Pour une France calorique, votez Émeric ». Ah bah, les crudités avec Longpré. Émeric, Longpré. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et alors ? Et bah voilà. Et alors de quoi on va parler ? Ah bah là, j'ai écrit une chronique, vous allez voir, c'est pas mal. Ah bah là, c'est sûr, c'est bien lancé. C'est vendeur, c'est vendeur. C'est commerçant. Ensuite, celui dans le programme pour changer le monde tient en deux mots, gainage et malice, les deux mamelles de Guillaume Meurice. Oh, c'est beau. Je vais vous parler du groupe Canal+, et de notre camarade Bolloré, qui a déposé le mot planète. Donc les assos ou les sociétés ne peuvent plus l'utiliser. Et ça leur plaît pas des masses, je les ai appelés. C'est un truc de Maboul, quoi. Ah, attention, Docteur Maboul s'est déposé aussi. On se calme. Et enfin, celle qui, comme Amel Bent, n'a qu'une philosophie, le vrai New Age, c'est le Moyen Age. Clara Dupont-Mono. Bonsoir à tous, on va parler d'un livre qui raconte des carpes, belles comme un château de carpes. C'est brillant. Ça va être cool. Ouais, et voici celui qui va nous parler d'un autre livre. Je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes... je suis communicant. Ouais. Non, c'est pas la bonne réponse. Bien joué. Charline Vanhoenacker, Juliette Arnaud, par Jupidémie. Et en plus, on est tombé sur le porte-parole des communicants. Ça, c'est vraiment la mouise. Mais j'adore l'agence Win-Win. C'est une référence dans la profession. Référence à l'agence montée avec Guillaume Meurice pour Non, c'est le président. Donc c'est une BD sur ce que vous souhaitez au fond, c'est-à-dire Hanouna au pouvoir. Exactement, mais oui, vous l'avez deviné, vous avez lu dans nos pensées. D'ailleurs, on va vous attaquer là-dessus parce que c'était quelque chose qu'on souhaitait tellement. Effectivement, le président, vous êtes Philippe Moreau-Chevrolet, le scénariste. J'ai dit, vous êtes effectivement communicant, vous êtes à la tête d'un cabinet de conseil. Absolument. Voilà. Et Morgane Navarro, qui est le dessinateur, c'est paru aux arènes. C'est la fameuse BD, vous en avez peut-être entendu parler, qui imagine Cyril Hanouna candidat en 2022. 3 petits points, on ne va pas déflorer. Julien est un jeune communicant, assez doué. Il a un rendez-vous avec Vincent Bolloré dans son bureau, qui lui confie une mission, alors que Julien était peut-être destiné à être communicant à l'Élysée. Lui, il s'imagine à l'Élysée, il s'imagine sa copine et énarque. Il a fait la campagne de Macron, ils ont tellement applaudi qu'ils ont mal dans les mains, comme dit sa copine. Donc ils attendent quand même un retour sur investissement et on l'envoie chez TPMP. Il ne sait pas ce que c'est TPMP, donc il dit « Ah super, c'est le trésor public ». Et Vincent Bolloré dit « Non, mais non, tout le monde en parle, C8, Hanouna ». Et il ne sait pas du tout ce que c'est en fait, il découvre l'univers d'Hanouna. Et Bolloré lui donne la charge de l'image de Cyril Hanouna. Alors, première question, pourquoi avoir choisi Cyril Hanouna? Parce que il fait déjà de la politique ou parce que c'est votre copain? Non, c'est pas mon copain. Le sujet, c'est pas Hanouna, c'est plutôt la démocratie en fait. C'est parti d'une inquiétude qu'on partage avec l'éditeur Laurent Beccaria, qui est le patron des arènes, qui est de se dire où est-ce qu'on va aller en 2022 collectivement, quel type de président on va avoir, parce qu'on sait qu'on veut pas du duel Macron-Le Pen. Il y a plus de 70% des Français qui en veulent pas, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un outsider, ça peut être un général de Villiers, ça peut être. Et on s'est dit quel est le personnage qui finalement a le plus de points communs avec Trump.
En l'état actuel des choses, c'est plutôt Hanouna. Il est producteur télé, ça fait 20 ans qu'il fait les fonds de cave de l'audiovisuel. Aujourd'hui, maintenant, il est propriétaire d'une chaîne quasiment. Il a l'appui d'un gros groupe industriel qui rachète à peu près tous les médias français, sauf France Inter évidemment, qui est Bolloré. Donc pour l'instant, il a énormément de possibilités de le faire. Et Oui, il s'intéresse Trump, à la c'est politique. Hanouna plus Bolloré derrière. Hein. C'est ça. Parce qu'il faut une Et chaîne de... il s'intéresse à la politique. C'était le premier à soutenir Macron, Hanouna. Il est allé le voir à la sortie de TF1 pour lui dire « je suis fan de ce que vous faites », en gros. Hein. Et puis, ça a été le premier aussi à inviter les Gilets jaunes. Et c'est là qu'il devient intéressant, parce que s'il avait juste été pro-Macron, ça aurait été un courtisan, et puis ça aurait perdu en intérêt. À partir du moment où il invite aussi les Gilets jaunes, et que Marlène Schiappa va en plateau, et que Marlène Schiappa dit, parce qu'elle l'a vraiment dit, si vous voulez faire parler de la politique en France, il faut aller chez Hanouna. Ça devient intéressant. Et on se dit, tiens, il suffirait qu'il passe le cap. Et là, il est en train d'inviter la porte-parole de Génération Identitaire qui sera dans Balance ton poste ce soir ou demain soir. Vous faites sa promo en fait. Alors, non, ouais, j'ai l'impression que c'est vous faites un peu sa promo. Sur France Inter, dans Par Jupiter, ça me paraît assez bien. C'est la cible. C'est la cible. Quand on lit la BD, qui est vraiment haletante, vous avez l'air très très bien informé sur Hanouna, comment il travaille. Voilà. Il y a un truc qui semble gommé dans la BD, c'est ce qu'il peut y avoir de violence dans le système Hanouna. Alors, par exemple, la violence économique, il y a eu... Alors, on le met un peu, il y a un moment où les salariés se rebellent quand même contre l'idée. Il y en a qui disent non, on aime bien. Il se rebelle au moment où potentiellement il va être candidat. Mais il y en a qui disent on s'en prend plein la figure. On n'est pas allé là-dedans parce qu'on ne voulait pas non plus faire une BD sur Hanouna, on voulait faire une BD sur la montée au pouvoir d'un populiste qui aurait contrôlé le système médiatique. Donc on a montré le côté humiliant du personnage et le fait qu'au fond, malgré les humiliations, les gens restent. Ce qui est souvent le cas avec les politiques. Je ne vais pas citer... Vous avez de la tendresse pour lui, pour le personnage. D'ailleurs, à un moment, il est chez sa maman. Moi, je viens d'un milieu populaire. Donc j'ai de la tendresse pour un enfant d'immigré qui va s'appeler Valérie parce que son deuxième prénom, c'est Valérie. Vous êtes un vrai communicant, c'est fou. C'est vrai. Vous allez voir, vous avez voté à Hanouna. C'est génial. Votre phrase, c'est comme dans La gueule de l'autre. Vous voyez le film de Pierre Tchernia, c'est vraiment la même phrase. La gueule de l'autre, non, La gueule de l'autre, c'est un fabuleux film où à un moment donné, il fait un discours en playback et il faut le voir quand même parce que c'est sur YouTube. Mais il dit petit-fils d'ouvrier, moi-même petit-fils d'ouvrier, fils d'ouvrier, petit-fils d'ouvrier, ouvrier moi-même. Moi, je me disais bien que vous connaissiez par cœur les répliques. Mais c'est aussi la manière de se défendre de Darmanin. C'est aussi la manière de se défendre de Darmanin. Alors, Darmanin... Et de Hitler. J'ai vécu de Hitler. Comme ça, on est plein sur la thématique. Alors, je ne sais pas qu'on arriverait à Hitler aussi vite, mais... on a bien gagné du temps. Clara Dupont-Mono, une question peut-être ? Oui, parce que vous avez beaucoup dit que vous ne vouliez pas tomber dans la caricature. Alors, il faudra que vous nous expliquiez, parce que nous, on tombe tout le temps. On ne sait pas comment faire. Voilà, nous, c'est notre fond de commerce. Mais c'est vrai que, c'est pour rebondir un peu sur ce que dit Juliette, c'est vrai que parfois, on a l'impression en lisant votre BD, qui par ailleurs est très bien, c'est pas le problème, mais que le personnage Hanouna, c'est presque parfois une caricature, mais dans le bien. Et c'est pour ça qu'on reste un peu sur notre fin, parce que si on veut, vous voyez, si il y a un pan de la réalité où on décide de faire vraiment un travail de la réalité, il y a du bien, mais il y a aussi du pas bien. Moi, j'ai eu envie de voter pour lui en finissant la BD. Et là, à la fin, c'est vrai que on a l'impression que vous avez privilégié surtout le bien. Non, j'ai voulu montrer... En fait, on a voulu en faire un personnage un peu séduisant, parce qu'on voulait montrer ce que vraiment est le populisme. Si on avait fait juste un méchant, au fond, on aurait fait Marine Le Pen, ce qui avait été fait la dernière fois par les arènes, c'est-à-dire la présidente. Moi, ça ne m'intéressait pas d'avoir un méchant. Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un vrai populiste. Quand Trump arrive au pouvoir, il a un côté séduisant. On se dit, c'est l'Amérique profonde, c'est l'Amérique des rednecks. Il y a quand même une proposition de patriotisme économique, etc. Il n'y avait pas que des mauvais côtés. C'est après qu'on a vu qu'il était fou et qu'il était en train de mettre le pays en l'air et on a 500 000 morts, etc. Mais c'est après, quand on a la gueule de bois, qu'on se réveille, qu'on le réalise. Mais il faut quand même qu'il soit séduisant, sinon on ne peut pas comprendre sa montée au pouvoir. Et c'est presque sa banalité qui le rend séduisant, parce qu'au fond, c'est un fils d'immigré, je ne veux pas vous le revendre, parce que je sens que ça va vous crisper. Mais non, pas du tout, non. C'est quelqu'un qui a des atouts pour séduire, et c'est ça qu'on voulait montrer. Et surtout, il rassemble des contraires, parce qu'il n'a aucune idéologie. Il est dans une espèce de patchwork de sentiments où il va agréger la communauté des Gilets jaunes par le sentiment, des macronistes par le sentiment. Pourquoi Marlène Schiappa va en plateau ? Moi, ça m'avait vraiment étonné. J'ai plein de réponses. Parce qu'elle a sa coiffeuse qui fait des lissages brésiliens dans les coulisses. Peut-être, ça doit être la coiffeuse. Non, mais c'est vrai qu'il a reçu Greta Thunberg à un moment. Oui, ça vous dessinez. Et Génération Identitaire aussi y va. Je veux dire, c'est quand même très étonnant que les politiques aillent chez lui. Et c'est très étonnant qu'ils les reçoivent. Et s'il décidait d'en faire quelque chose, il pourrait avoir le pouvoir. Et vous ne pouvez pas conquérir le pouvoir sans être séduisant. Donc on a voulu montrer l'ambiguïté. Donc on a fait quelque chose un peu comme The Servant
de l'oser, un truc qui montre aussi l'ambiguïté des rapports de pouvoir et de séduction, qui ne se limite pas juste à un méchant prendre le pouvoir. On a fait cette erreur-là avec Trump et je pense que c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu venir Philippe aussi. Moreau-Chevrolet, pour terminer, avant la musique, une petite question. Si Cyril Hanouna se lance dans la campagne de 2022, est-ce que vous souhaitez votre son communicant ? Ah non, pas du tout, mais vraiment pas. Moi, j'ai fait cette BD avec Morgane Navarro pour mettre en garde contre ça. En fait, on veut montrer que c'est possible. Et s'il est séduisant, c'est justement pour vous montrer. Jupiter. Et qui sont les chroniqueurs du jour, Juliette Arnaud ? C'est vraiment une fine équipe. C'est Émeric Lomprey qui a un t-shirt qui n'est pas très propre, Clara Dupont-Mono qui est immaculée et Guillaume Meurice qui est là. Très là. Et notre invité, c'est Philippe Moreau-Chevrolet. Et comme il est communicant, on a plein de questions à lui poser. Et avant cela, nous allons évidemment faire un petit journal en duo avec Guillaume Meurice, un journal imprimé par la CGT du livre. Guillaume Meurice, voilà ce que France Inter, en son sein, à qui France Inter donne la parole. Mais c'est juste honteux. Le journal de presque 17h17. Moi j'adore ce mec, franchement, même s'il est hardcore. Oh, mais qu'il est beau! Salut! Allez, on commence par les titres. Oui, dans ce journal, on parlera des annonces de Jean Castex, tout à l'heure, 18h. Bah, cool. Non, Guillaume, il n'y en a pas aujourd'hui, non. Mais on n'est pas jeudi. Bah si, mais il n'a pas prévu de point presse aujourd'hui. Oh non, bah tout va à volo, là. Non, franchement, c'est la société du laisser-aller, là, Charline. Taubira démission, là. Calmez-vous, on va s'en sortir. Ouais, on parlera aussi des tweets polémiques de Donald Trump hier soir. Mais non, Guillaume, Donald Trump n'a plus Twitter, enfin. Oh non, mais là, tout va à volo, là. Hidalgo démission, là. Bon, en tout cas, on parlera du Covid. Hein. Jean Castex démission. Ah oui, ça marche. Ah non, je suis un peu à cran. Emmanuel Macron a annoncé un plan quantique pour 1,8 milliard d'euros. Voilà, une bien bonne nouvelle pour une fois qu'une mesure ne cible pas les musulmans. Et vous pourriez nous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est qu'un plan quantique ? En même temps, il y a des musulmans qui déconnent. Hein. Il y en a qui déconnent, il faut le dire aussi. Charles. Alors, il a fait une allocution, et dans cette allocution, le président a également déclaré « Nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs, et c'est pas comme ça qu'on avance. » Il est à 2 doigts de découvrir la démocratie. Putain, il va être sur le cul. Coronavirus maintenant, ça y est, le verdict est tombé. Les remontées mécaniques ne rouvriront pas le 1er février, et très probablement pas de tout l'hiver. Et ben voilà, on y est. L'égalité entre les riches et les pauvres.
ça y est, personne à courche. Et le variant sud-africain oblige la Réunion à renforcer ses mesures sanitaires. Mais ils sont combien là-bas? Environ 860 000. Mais voilà, on a dit pas plus de 6 à la Réunion. Guillaume. C'est une blague. Ouais. Il n'y a toujours pas de variant musulman, on n'empêche. Guillaume. Oui, d'accord, on enchaîne. D'accord. Covid-19, donc de nombreux pays se dirigent vers une pénurie d'oxygène. Ah ben moi, tant que vous serez là, je ne manquerai jamais d'oxygène. Écoutez, merci. Je vous en prie. Vous avez accepté mes congés pour la semaine prochaine, je vous avais... Ah d'accord. Ah bah super. Ok. Ouais. Non, mais très bien. Alors d'après le site de France Info, Jean-Michel Blanquer serait réticent à mener la campagne des régionales en Île-de-France. Oui, et d'après le site guillaumemeurice.fr, les profs seraient réticents à Jean-Michel Blanquer. Tout ce qu'est Jean-Michel Blanquer. En général. Dans la vie en général. Voilà. Alors, petite boulette, le prestataire qui gère les archives de la Banque Postale devait détruire 2052 dossiers. Il a finalement détruit 2052 caisses de dossiers, soit 30 000 dossiers par erreur. Ça me rappelle Juliette Arnaud, ça. Pourquoi elle détruit des documents au bureau? Non, mais quand on lui dit Juliette, ce soir, tu bois qu'une bouteille, elle descend généralement une caisse. Donc, ouais. Économie maintenant, la SNCF enregistre une baisse de 42% du taux d'occupation des trains. 42% d'occupation, voilà, qui nous rappelle les heures les plus sombres des chemins de fer. Pour la Saint-Valentin, une entreprise belge propose une Cupidon Box composée de pâtisseries en forme de pénis et de seins. Ah bah, Griveaux, il est en couple en ce moment, on sait pas. Je sais pas pourquoi. Il ferait des beaux cadeaux. Enfin, j'ai aussi un petit conseil. Allez, international, à présent, à peine entré en fonction, Joe Biden a signé une quinzaine de décrets. Ah, c'est fou. Attends, on se dit quand même qu'en une demi-journée, Joe Biden, il a fait plus de choses que Roselyne Bachelot en 6 mois. Et puis, Mikhail Gorbatchev déclare qu'il espère un redémarrage des relations USA-Russie. Oui, on vous souhaite une bonne année 91. Oh, c'était le bon temps. Ouais. Merci Guillaume Meurice. Philippe Moreau-Chevrolet, on va aborder avec vous ce sujet que vous avez souhaité aborder. Concernant la vaccination, les politiques doivent-ils donner l'exemple, c'est-à-dire attendre leur tour, comme l'a demandé Olivier Véran, ou montrer l'exemple en faisant une petite picouse devant les caméras? À ces questions, Monsieur le Président, vous allez répondre évidemment en votre âme et conscience. Mais bien sûr, cher ami, j'avais qu'une parole, celle d'un homme qui a servi la France sous 3 républiques. Alors, pour prendre un maximum de précautions, nous allons vous demander de vous livrer une petite formalité. Le docteur Radio Plus, qui est le médecin de notre station, va vous faire une petite piqûre. Une petite piqûre absolument inoffensive. Pour vous, il n'y a aucun risque. Pour nos auditeurs, une garantie, celle d'être certain que vous allez dire la vérité et rien que la vérité. Non, écoutez, alors là, vous êtes fou, hein. Je proteste, non, je vous en prie, mais non, on ne m'avait pas prévenu avant l'émission, c'est un véritable traquenard. Enfin, je vous assure que vous ne risquez rien, mes camarades sont témoins, peuvent vous le confirmer. D'abord, j'ai horreur des piqûres. Là. Vous dégonflez? Non, je refuse d'être le complice de cette mascarade sans nom. Bonsoir, monsieur. Tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil. Le film de Jean-Yann, bien sûr. Alors, Philippe Moreau-Chevrolet, de quelle exemplarité souhaitez-vous parler? Donner l'exemple en attendant son tour quand on est élu, ou donner l'exemple en se faisant vacciner devant les caméras? Devant les caméras. Alors, plutôt la deuxième catégorie. Moi, j'ai été frappé de l'absence totale d'exemplarité des politiques depuis le début de la crise. C'est des images en fait qui reviennent. C'est l'image du président Macron qui va au Liban et qui fait des bains de foule au Liban en pleine épidémie, qui prend des gens dans ses bras, qui enlève son masque pour parler à une fille et essayer de la convaincre. C'est Bayrou qui ne met pas de masque pendant que Jean Castex, ça on est vraiment dans du vaudeville, annonce qu'il est cas contact à la cantonade devant 50 personnes. Parce que sachez-le, si vous êtes malade, il faut le dire aux autres. Si possible devant la plus grande audience possible, pour bien qu'on le sache. Et ils ont l'habitude d'être immunisés en fait. Oui, ils ont l'habitude de l'immunité. En fait, j'arrive pas à comprendre si c'est une forme de, comme vous dites, de sentiment d'impunité. C'est-à-dire au fond, on est tellement parti de loin qu'on comprend pas qu'on est encore un être biologique susceptible de tomber malade. Si c'est une volonté d'afficher une différence, un statut social en disant moi je porte pas de masque, c'est juste la plèbe qui le fait, mais je n'arrive vraiment pas à comprendre. Alors que c'est simple de porter un masque et que ça permet à tout le monde de s'identifier et de faire pareil. Et puis ça montre que c'est sérieux l'épidémie, parce que si le président porte pas de masque, je suis en droit de me dire que c'est un complot des Big Pharma qui veulent m'implanter une puce 5G. Ma mère s'est fait vacciner par ailleurs il y a 2 jours, elle ne capte pas la 5G. Elle n'a toujours pas le Wi-Fi, c'est une tragédie. Admettons qu'un député veuille montrer l'exemple, il a 50 ans, ou même Emmanuel Macron. Alors là, la pression ce qu'on appelle la pression de l'opinion, c'est de dire ah bah d'accord, parce qu'il est président, il se fait vacciner alors qu'il n'a pas 75 ans. Il ne faut pas qu'ils le fassent tous, mais il y en a 2 ou 3 qui pourraient le faire. Enfin, Lynn Renault l'a fait. Le Drian pourrait le faire, Gérard Larcher pourrait le faire. C'est vrai. Bayrou, je pense, a un âge
chevènement. le chevènement pourrait faire. On leur demande pas forcément de la lune, mais on leur demande juste d'être dans le commun, quoi, dans le partage avec nous d'une situation pourrie. Il faut quand même bien le dire. Alors et en plus, c'était pareil pour les dîners à l'Élysée. On demande aux Français d'être 6 à dîner. On leur dit qu'il faut pas se réunir dans des lieux clos parce que c'est aérosol, c'est-à-dire que si on enlève tous nos masques ici, on va peut-être se payer le virus. Et eux font des dîners. Et l'explication de Marlène Schiappa, qui est pas caissière à Prisu, enfin les ministres, c'était un dîner de travail. Bon, en ce cas, je vais faire un Noël de travail avec mes potes. Enfin voilà. Donc le communicant en vous aurait bien envie de leur dire. J'ai envie de leur dire qu'en fait, on est la seule nation au monde qui essaye de traiter avec le virus sur le mode de la coopération. C'est-à-dire qu'on essaye d'attendre qu'il soit sympa avec nous, et ça marche pas bien, quoi. La coopération fonctionne pas terriblement bien avec le Covid. Il s'en fout globalement. Donc pour une fois qu'on est diplomate, ça. Pour une fois qu'on est diplomate. Philippe Moreau-Chevrolet avec nous et Émeric Lompré, tiens, qu'est-ce que vous auriez à nous raconter aujourd'hui? Déjà bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Oui. J'ai rien entendu. Et ben moi aussi. Oui, ben voilà. Vous savez, j'étais pas très bien là ces derniers temps. Ça me manquait un peu les PMU, l'odeur du tabac froid, les débats, les pannes de Jupiler. Mais ça y est, j'ai enfin trouvé une solution pour retrouver cette ambiance. Alors en fait, je me pose dans mon canapé avec une bière, je vide pas mon cendrier, je chie à côté des toilettes et je regarde l'heure des pros. Oh putain, j'adore. L'heure des pros, c'est top. Vraiment, c'est souvent je disais ouais, Pascal Pro, je l'aime pas, il est pas futé, il sait pas compter jusqu'à 10. Mais en fait, c'est parce que je savais pas. J'avais jamais regardé l'émission. Voilà. Moi, si je critique, tu vois, c'est pour faire plaisir à la direction. Non, mais le matin, j'écoute France Inter, je dis ah tiens, c'est ça qu'il faut dénoncer aujourd'hui. Et après, je trempe ma plume dans le vitriol et c'est parti pour la dénonce. Ah non, mais je veux garder mon boulot. Moi. C'est ma seule source de revenus. Enfin, de revenus. Si je prends un sandwich le midi, je suis à découvert. Donc, ouais. Mais là, je suis pas d'accord. L'heure des pros, putain, c'est la meilleure émission du PAF. Il est génial, Pascal Pro. Vous regarderez, il tient toujours un stylo dans la main pour faire croire qu'il sait écrire. C'est bluffant. Après, il met des grosses lunettes comme ça, toutes rouges, pour faire croire qu'il sait lire. Bientôt, il va venir avec un petit chien blanc et le capitaine Haddock pour faire croire qu'il est journaliste. Non, mais Pascal, il est avec ses petites lunettes, on dirait Mac Lesguy qui a mangé Brice Hortefeux. Ou alors Castaner qui a mangé Michel Polnareff. Ou alors. J'en ai plus là, Bon, j'espère que de comparaison, ça suffit pour regarder son boulot. Alors, l'émission commence. Donc Pascal, il présente ses chroniqueurs. Il y a Messia, Rioufol, Seguela et Bolsonaro. Et non, Elisabeth Lévy, je sais plus. À chaque fois, je sais pas qui entre les. Qui c'est qui aime pas les PD? Non, ça marche pas. Bon, laissez tomber, c'est pas grave. On s'en fout. Donc, au début de l'émission, ils ont 3 papiers. Un marqué les musulmans, un marqué les chômeurs et un marqué les musulmans chômeurs. Après, ils mettent ça dans un chapeau que ça et ils tirent au hasard. Et là, après, c'est parti pour 1h30 de bonheur, de débat. C'est simple comme bonjour. Il y a même des femmes qui regardent, donc. Elle est pas de moi, elle est de Pascal, celle-là. Tout le temps, il fait des blagues aussi, lui. Sacré loulou. Va. Mais la plus marrante, c'est quand même Elisabeth Lévy. Elisabeth Lévy, chaque fois que je la regarde, je me dis, c'est pas possible. C'est punchline sur punchline. À mon avis, elle a un secret. Soit un co-auteur, soit le Kirkassis. Mais j'ai regardé au générique, il n'y a pas d'auteur. Elle a une super blague. Elle dit, vous savez ce que c'est un arabe avec la nationalité française? C'est un arabe avec la nationalité française. Je vous dis, cette émission, c'est une fête. Vraiment, c'est... La seule différence avec la fête de Lima, c'est qu'il n'y a pas Manu Chao et que ça va articuler. Sauf Seguela. Seguela, il n'articule pas. Seguela, il est tout vieux que ça. Mais avant, il était top, Seguela. Avant, c'est lui qui a inventé la communication politique. Il a une idée de génie, il a enlevé la politique. Mais il est drôle, lui, il est drôle. Mais lui, c'est plus... Jaco, c'est plus humour noir, quoi. Vraiment, c'est limite humour des ténèbres. Il a dit quand même, si on est clochard, on peut arriver à mettre 1500 € de côté. Ouais, ça glace un peu. Même Dieudonné, il a fait non, je prendrai pas de photo avec moi. Mais attention. Jacques, il joue le rôle d'un personnage. Comment voulez-vous qu'on mette quelqu'un comme ça à la télé? Non, c'est un perso. Et c'est le meilleur. C'est le meilleur en comédie. Tenir 86 ans le rôle de la grosse merde, pour moi, c'est Molière. Il va mourir sur scène. Enfin, j'espère. Ce serait quand même dommage de rater ça. Tu sais, qu'il meurt tout seul dans son coin en train de se chier dessus, là. Dites à ma femme que j'aime pas les chômeurs. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on peut faire un petit reproche à cette émission, c'est vrai que les gens, ils sont un peu de droite, quoi. Non, mais c'est vrai que après, chacun son camp. Nous, on est très à gauche, rien qu'à voir les salaires. Mais
Je vais être franc avec vous. Et après, je vous laisse. Mais c'est ma dernière chronique. C'est ma dernière chronique. J'ai postulé à l'heure des pros. J'ai un entretien d'embauche la semaine prochaine. Voilà. C'est comme au PMU. C'est le dernier qui vomit qui est pris. Et Yvan Rioufol, il m'a filé une astuce. Il m'a dit la France, c'est comme l'alcool. Le danger, c'est les mélanges. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Prenez soin de vous. Merci Aymeric Lompré. Écoutez, on a été ravis de servir de centre de formation avant que vous alliez sur CNews. Philippe Moreau-Chevrolet. Bolloré va jouer quel rôle dans la prochaine campagne? Parce qu'il a quand même un média, plusieurs médias, un groupe. Il a plusieurs médias, puis il est en train d'en racheter beaucoup aussi. Ouais. Et il peut peser très très lourd dans la prochaine campagne. On le soupçonne de vouloir faire parvenir Marine Le Pen au pouvoir. On le soupçonne de beaucoup de choses. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il sera faiseur de roi, oui, en partie. Oui. Parce qu'en France, pour être élu président, il y a un passage obligé. C'est d'avoir l'approbation des élites parisiennes. Et ça passe par des couvertures de matchs. Ça passe par beaucoup de choses que lui va maîtriser bientôt. Donc, oui, d'accord. Donc je comprends, Aymeric Lompré, vous avez raison. Hein. Vous montez dans le bon train. Je suis pas sûr que ce soit la bonne façon, mais pour le casting, j'ai pas encore été pris. Préparer peut-être un texte un peu différent. Le flair du gars. Allez, bon vent, Aymeric Lompré. So long, camarade. Bon, on va écouter David Walters nous manier. Mais entre nous, hein, vous n'écoutez plus, Aymeric. Hein, ça, vous êtes déjà parti. Saoudi moins, souris pas moins, dansez pas moins, ou trapez moins, montez Paris, Paris souris, Paris saisi, Paris vivli. Manie, ni un bagage qui fait moins de son bel état, un bagage en chair qui fait moins pète foi. C'est comme ça, toi et moi, c'est comme ça. Venez vous ambiancer dans Par Jupiter. Ouais, nous on s'ambiance avec un communicant, dites donc. Oh, on a changé de fréquentation. Philippe Moreau-Chevrolet, scénariste, Morgane Navarro au dessin pour Le Président, paru aux arènes, qui imagine une candidature à la Coluche, sauf que c'est Cyril Hanouna. Et il est question notamment de Vincent Bolloré, bien sûr, le grand argentier de cette campagne de Cyril Hanouna. Guillaume Meurice, il en a un petit peu question. Vous avez dit argentier ? Ouais. J'ai déposé le mot, donc vous me devez 50 balles. Ouais, voilà, c'est comme ça. Maintenant, depuis ce matin, je dépose plein de trucs. J'ai déposé 8 aussi. Donc, à chaque fois que je vous entends, c'est 200 balles, Charline. Charline, l'émission Par Jupiter, c'est de 17h à quelle heure ? À 10.
Ok. Je peux plus. Ah là, j'ai déposé le concept de la mauvaise foi aussi. Je sens que tout le monde va me devoir du pognon assez rapidement. Alors pourquoi je dépose des noms ? Parce que je me suis inspiré de fameux Vincent Bolloré, qui aujourd'hui harcèle des sociétés et des associations pour une raison bien particulière. J'en ai parlé par exemple avec un certain Frédéric Geffroy. Qui est-ce ? Je suis le président de l'association Planète Tigre. Je m'occupe de protection et de préservation de tigres en Asie. Et j'ai été contacté par le service corporate juridique de Canal+, qui voulait pas que j'utilise le mot planète. Oui, mais dans Planète Tigre, il y a planète. Donc le mot planète, il appartient à Canal+, il appartient à Bolloré et pas à Frédéric, chacun ses mots. Sinon c'est le bordel dans la vie, il faut arrêter d'utiliser les mots des autres. Regardez, Clara Dupont-Moreau, elle arrête pas d'employer les mots du MEDEF. Bon, ça agace tout le monde. Alors, est-ce que Frédéric envisage de renommer son assos, peut-être, je sais pas, Canal Tigre ? Non, mais alors vous savez qu'on parle de canal de planète, mais je sais qu'il y a des gens qui ont été attaqués parce qu'ils avaient le mot plus dans leur marque. Mais c'est normal, ça me semble normal. Il y a plus dans Canal+, donc je vois pas pourquoi on pourrait encore l'utiliser comme si de rien n'était. Même le mot canal, même le mot anal. Je dirais que... Non, mais on devrait ne plus l'utiliser. Et puis si vous regardez bien, une coloscopie, ça ressemble quand même vachement à CNews. Une petite thématique dans l'émission aujourd'hui. Allez, on continue. Est-ce que vous vous excusez aujourd'hui auprès de Monsieur Bolloré du tort que vous lui avez causé ? Mais vous plaisantez ou quoi ? Non, mais faut pas exagérer, quoi. Faut pas inverser les rôles, hein. Il doit pas endormir de la nuit, le pauvre. Ah ça doit être compliqué. Ouais, c'est quand même un homme qui a autre chose à foutre, quoi. Il doit s'occuper des belles émissions avec Morandini, Zemmour, voilà, il y a que des gens chouettes. Bientôt une émission Santé Bien-être avec Nordal Lelandais. Enfin voilà, il a plein de projets, cet homme-là, il y a du boulot. Alors, puisqu'on parle boulot, j'ai appelé aussi David Guéguen. Alors, qu'est-ce qu'il fait, David ? Il a créé un média sur Internet qui s'appelle Planète Job. Donc, il a eu le courrier de menace de Canal+. J'ai une démarche pour aider les personnes en recherche d'emploi, essayer de leur apporter un nouvel outil. Enfin, je suis pas là pour faire de la concurrence à Canal+, quoi. Soyons sérieux. Si vous pensez pas que Bolloré vous en veut, parce que lui, son domaine, c'est plutôt de virer des gens. Et... Ouais, c'est vrai. Ouais, il casse le business, j'ai l'impression, David, avec son Planète Job. Là. À Canal, il y en a deux qui doivent avoir du boulot, le DRH et le dealer de Cyril Hanouna, qui est en burn-out d'ailleurs depuis 10 ans. Alors, on continue avec David, et donc il y a des émissions sur Planète Job. Par exemple, moi, le matin, je fais une émission qui s'appelle La Matinale Emploi. Attention, parce que La Matinale, nous aussi, à France Inter, on a une émission qui s'appelle La Matinale. Ben voilà, donc à ce moment-là, alors si quelqu'un fait une émission qui s'appelle La Matinale et que c'est interdit en France parce que c'est un mot générique d'utiliser, parce qu'une personne l'utilise, mais on va où ? On va au tribunal, mon petit gars, c'est là où on va aller. La Matinale, c'est Nicolas Demorand, Léa Salamé. Elle a même déposé Moment de grâce. Elle va en faire un parfum, elle m'a dit. Voilà. Ça, et puis il faudrait qu'on dépose aussi Dominique Seux, mais sur le bord de la route, parce qu'il nous ralentit quand même depuis le début. D'ailleurs, avançons avec Laurent Sarr, qui s'occupe de l'association Run for the Planète, évidemment, Laure, ça va pas du tout, ça. Dans le cadre de l'association Run for Planet, 15 Million Trees for Siberia, on va aller planter 15 millions d'arbres en Sibérie, qui est le poumon vert de l'hémisphère nord. Est-ce que ce qui fâche pas Bolloré, c'est que lui, il aime bien enlever des arbres, vous les plantez ? Ouais, nous on cherche des solutions en fait pour planter en masse. Lui, il aime bien déforester, quoi, donc ça l'a peut-être énervé. Je vais pas demander en fait. Demandez, arrêtez de faire des coups dans le dos à Bolloré, ça va mal finir. Le gars, il passe sa vie à défoncer les forêts pour faire de la thune. Si vous replantez à l'autre bout du monde, ça gâche tout. On dirait, je sais pas, Charline, elle passe sa vie à faire une émission potable, tout ça pour finalement donner la parole à Aymeric Lompré. Non, mais il y a un gâchis, voilà. Bon, allez, il est temps de conclure avec Gert Peter Bruch. C'est un des porte-parole du collectif Notre Planète à tous, qui s'est créé donc suite à ces coups de pression. Et Gert, il gère quelle ONG ? Planète Amazon. Carrément, le mec qui prend Bolloré et Bezos en frontal. On est une association qui est financée uniquement par le public. Le mot planète, il appartient à tout le monde, surtout à cette époque. Et là, on a un groupe qui nous dit non, hors de question, vous, les associations, vous n'utilisez pas le mot planète. C'est tellement choquant et aberrant. Est-ce qu'au final, vous n'êtes pas jaloux de Vincent Bolloré ? Jaloux, non. Je veux dire, attristé. Oui, c'est vrai qu'on ne sait pas si on doit trouver ça con à pleurer ou triste à en rire. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille l'excellent article de Maxime Carcel sur le site Reporter. Et dépêchez-vous d'ailleurs avant que Bolloré ne rachète la Terre. Merci Guillaume Meurice. Et donc il l'a déposé parce qu'il y a une chaîne du groupe qui s'appelle comme ça ? Oui, c'est Planète Plus en fait. Ça a été déposé en 2014. Donc il n'était pas là encore Bolloré. Mais maintenant, il fait pression sur toutes les... Alors, essentiellement les petites assos en fait. Oh là là. Eh ben, make our great again. Merci. Il fait pas pression sur, quand je dis petites, c'est des assos importantes, mais il fait pas pression sur les gros groupes. Planète Sushi, je crois qu'ils n'ont pas trop. Lonely Planet, à mon avis, ils sont peinards. Enfin, voilà. Guillaume Meurice, merci. C'était un régal indigeste. Je sais pas comment vous dire. C'était là un peu les deux. On est déboussolés. Juliette Arnaud, vous avez un sujet à soumettre à notre invité, Philippe Moreau-Chevrolet. Hier, Donald Trump quittait la Maison-Blanche, remplacé au soulagement général par Joe Biden. L'histoire avec un grand
grand âge de l'Amérique va pouvoir reprendre son cours naturel. Naturel comme si Trump n'était qu'une anomalie, comme si Trump n'était pas aussi une partie de l'ADN des États-Unis. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement l'ADN de l'Amérique ? Vous êtes français? Oui, et vous? Non, nous, on n'est pas français. On est américains. Tu te trouves en Amérique, ici. OK? Le plus grand pays de la planète. Dites-moi ce que vous avez donné au monde, à part votre président George Bush. Les céréales en boîte et les appareils de musculation? La cuisine chinoise. La cuisine chinoise. Elle provient de Chine. Les pizzas. C'est italien. Les burritos. C'est mexicain. D'accord, monsieur Chetou. Et les Français nous ont donné quoi? Nous avons inventé la démocratie, l'existentialisme et l'art de faire des pipes. C'est 3 super trucs, faut bien le reconnaître. Calme. Le dernier est vachement cool. Et le 69? Vous connaissez le 69, quand les deux ont la tête en bas? C'est quand même vachement mal. Cool, en tout cas. On a inventé la position des missionnaires. Ça, tu le savais pas. C'est Éric Gibobi, roi du circuit cuit d'Adam McKay. Vous êtes communicant, mais vous êtes également professeur de storytelling à Sciences Po. Et c'est à ce titre qu'on a pensé à ce sujet pour vous. Parce que, donc, en gros, le storytelling, c'est de dire que Trump était une anomalie dans l'histoire des États-Unis. Un peu comme quand... Est-ce que c'est un peu comme quand De Gaulle, en 1944, a dit que Vichy n'était pas la France? C'est un peu pareil, Est-ce que oui. ça participe de... C'est participe de ça, c'est-à-dire qu'on dit que c'est une exception, le régime de Vichy, alors qu'au fond, quand on regarde le régime de Vichy, d'abord, il y a une certaine continuité des cadres. Hein. Il y a des ministres qui sont restés ministres après la Libération, des préfets qui ont continué à être préfets après la Libération. Donc, c'était pas une anomalie, mais c'est mieux de dire ça parce que ça permet de dire que c'est pas nous, c'est les autres, et quelque part de se reconstruire quand même. Donc, c'est à la fois mal de dire ça et à la fois... ça permet, dans l'esprit de De Gaulle, ça permettait de se dire on va être dans une réconciliation. Parce que c'était un moment, il fallait absolument que le pays se réunifie. Et c'est pas de la vérité, c'est de la politique politicienne. Mais est-ce que c'est pas un peu la même chose avec Trump? C'est-à-dire, on dit c'est quelques excités et cervelés. Si, c'est ça, mais quand on regarde... On sait bien que les soutiens de Trump, c'est pas ça. C'est pas David Croquette avec ses cornes et ses potes maquillés. On sait bien que c'est des gens bien plus puissants que ça. Par ailleurs, le mec avec les cornes, il est végan et il s'est plaint dans la prison de ne plus avoir les plats de sa maman. Donc moi, je dirais, Guillaume Meurice, il y a un camarade de lutte avec vous. Très bien les cornes. Il suffit pas d'être végan pour être de gauche. Hein, on a quand même bien compris qu'il y avait quelque chose. Donc ce que je veux dire, c'est que il y a deux choses dans ceux qui sont allés. Il y a ceux qui sont allés au Capitole. Certains, ils sont allés en avion privé. Donc c'est pas des pauvres. Voilà, c'est ça. C'est pas la petite Amérique. C'est parfois des gens extrêmement riches. Et puis on leur a ouvert les portes. Les policiers étaient pas tous, mais une grosse partie étaient complices. Et puis ils ont fait une fois qu'ils sont rendus à l'intérieur, ils savaient pas très bien quoi faire. Il y en avait quand même qui étaient venus avec des armes, avec l'intention de vraiment faire des meurtres, etc. Bon. Et puis à côté de ça, il y a l'électorat Trump qui, lui, c'est vraiment des gens tels qu'ils sont décrits dans l'image d'Épinal. C'est des blancs déclassés. Il y a aussi des minorités déclassées qui croient en Trump parce que c'est le deal maker, c'est le mec qui promet de vous sortir de la misère. Enfin, à l'époque, et de mettre America First, d'être dans la priorité totale. C'est un discours qui vraiment séduisait une partie des électeurs. Mais c'est pas les mêmes. Et puis surtout, ce qui exprime Trump, c'est une réalité des États-Unis. Ça remonte à l'esclavage, aux États du Sud. Oui, qui a à voir ce qu'on voit avec dans le papier de Slate. Oui, voilà, est très juste. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est une poétesse noire américaine qui a fait l'inauguration de Biden et qui a résumé ça très bien. Elle parle, j'ai pris des extraits, je ne vais pas citer tout parce que c'est magnifique. Elle dit, on a cru que notre tranquillité était la paix. Et en fait, il ne faut pas confondre la tranquillité avec la paix. Il y a des courants sous-jacents dans l'Amérique, dans les États-Unis. Et ce qu'on s'est pris dans la figure, c'était ça. Elle le dit très bien parce qu'en plus, elle a 22 ans, mais elle a beaucoup d'aplomb, Amanda Gorman. Et elle dit, les notions, les normes de ce qui est juste, de ce qu'est la justice, c'est pas la même chose, quoi. On peut avoir des normes qui nous disent que les choses sont justes, mais c'est pas la justice. La justice, c'est peut-être de reconnaître notre passé, d'y faire face et de comprendre d'où on vient. Et c'est très vrai pour Trump. Trump, c'est pas un accident, c'était l'aboutissement de quelque chose. En plus, c'est quelque chose, vous, qui vous turlupine depuis un moment. Là, il y a Hanouna, mais avant, j'ai retrouvé une phrase en 2002 où Françoise Giraud avait dit que Internet était un danger public puisqu'ouvert à n'importe qui et n'importe quoi. Et vous aviez dit, c'est un mépris de l'expression publique, une critique vis-à-vis de ceux qui n'ont pas forcément accès à des moyens d'expression prestigieux. Or, Hanouna, c'est une de ses méthodes aussi, c'est-à-dire qu'il communique beaucoup plus par les réseaux sociaux avec son public que, par exemple, comme le faisaient avant les autres animateurs, par la presse. Et vous savez ce qui tue la démocratie? C'est que vous avez Macron qui communique pendant une crise historique où on est tous chez nous par message enregistré à 20h. Pourquoi il ne va pas sur les réseaux sociaux pour communiquer avec nous? Pourquoi il ne rentre pas un peu dans une forme d'horizontalité, de dialogue? C'est fou quand même. Et c'est un truc TikTok, un Snap, un truc. Je crois qu'il en a fait. Surtout pas, mais TikTok, c'était désastreux. Mais pourquoi il ne va pas dans un dialogue? C'est comme s'il méprisait les gens et au fond, ça laisse de la place à des populistes. Moi, ce qui me fait peur, c'est que ces populistes-là, ils savent utiliser ce langage-là.
si on ne se bat pas en tant que démocrate, on va mourir. Il faut se battre. Et moi, j'ai une vision offensive de la démocratie. Ça me va très bien qu'on ait supprimé son compte Twitter à Donald Trump. C'est son compte privé, déjà, c'est pas celui du président. Et puis, c'est la guerre, donc on se bat, on se défend. Et votre pierre à cet édifice et à ce combat, c'est donc cette bande dessinée, Le Président, paru aux arènes. De livres aussi, il en est question avec Clara Dupont-Mono. Eh bien oui, parce qu'en ces temps de raideur sanitaire, moi, il me vient des envies de souplesse. Et je suis sûre que vous aussi, Philippe, on en parlait. Je fais du yoga tous les matins, c'est ma règle. Hein. Voilà, un peu de souplesse, on en parlait avant l'émission. Or, quoi de plus souple qu'un sac en cuir Chanel collection hiver 2021, qu'une éthique de gauche à l'épreuve du pouvoir. Et allez Ou alors... Je sens qu'on va parler d'Olivier Duhamel. On avait dit avant l'émission qu'on n'en parlerait pas, je suis assez déçu quand même. Ou alors qu'une carpe. La carpe, bien sûr, Philippe, bonne réponse. Transition. Mais oui, c'est la carpe ici qui m'intéresse. La carpe japonaise Koi, assez fascinante pour qu'un merveilleux petit roman lui soit consacré, qui s'appelle Grand Platinum, signé Anthony van den Bosche, ascendance flamande. Eh bien, dans ce livre, il décrit les carpes exactement comme on décrirait une œuvre d'art, parce que c'est exactement ce qu'elles sont. On découvre la carpe Tancho, qui est de couleur porcelaine, avec le front tamponné d'un soleil rouge, la Goromo, avec des motifs de papier peint déchirés sur un mur de plâtre, et il y a aussi les Oshiba, les Kigoi, les Platinum. Je cite, « Chaque carpe était une provocation graphique à l'ordre de la nature ». Eh bien, cette magnifique provocation, on la doit aux paysans japonais d'autrefois qui un jour avaient repéré une tache de couleur sur une carpe. Et par jeu, en sélectionnant les reproductions des poissons, ils sont parvenus à créer des motifs sur les écailles et surtout à les fixer et ensuite à jouer avec au gré des reproductions. Et c'est comme ça que la carpe japonaise est devenue une œuvre d'art au point qu'aujourd'hui, vous avez des carpes koi qui se vendent à peu près au prix d'une voiture, c'est vous dire le montant que ça a atteint. Et cette rareté, l'héroïne du livre, qui s'appelle Louise, elle en est tout à fait consciente. Et son problème dans sa vie, c'est qu'elle a hérité de son père une grosse dizaine de carpes sublimes qui viennent toutes du Japon. Et il a bien fallu les ranger. Et donc, ils n'ont pas de douve, et c'est bien dommage. Mais il a fallu, du coup, les disséminer en cachette dans les points d'eau que compte Paris. Et ces points d'eau, on les trouve où ? On les trouve principalement dans les parcs et dans les jardins. Et c'est certainement valable aussi en province. Quand vous avez un jardin municipal, de temps en temps, il y a un bassin, il y a une cascade, il y a une petite rivière. Donc le père a reconverti les bassins des parcs parisiens en aquarium personnel. Il est mort, et ben donc c'est comme ça que Louise, chaque soir à 18h, elle grimpe les grilles du square des Batignolles, du parc Monceau, du square du Temple, des jardins du Trocadéro, pour aller nourrir les carpes que son père a déposées là clandestinement. Et chaque fois, émerveillée, seule dans la nuit, les deux pieds posés dans l'eau, elle contemple ces poissons qui avancent tels des carpes routières. Je me permets, jeu de mots de Guillaume Meurice juste avant l'émission. D'accord. Je viens de gagner mon pari. Elle s'extasie sur un fucurine qui désigne une carpe qui grandit plus vite que ses écailles, si bien, je cite, que le glacis des écailles est fracturé par un entrelac de peau douce. Et puis un jour, elle se rend compte qu'il manque une carpe. Je ne vous dis pas pourquoi. Affolée, Louise décide donc d'organiser en une seule nuit le rapatriement de toutes les carpes pour les protéger. Elle embarque une poignée de passionnés, chacun avec son filet, et ils partent ratisser les bassins des parcs parisiens. Et bien sûr, rien ne se passera comme prévu. Mais vous voyez, c'est une histoire dans laquelle on se coule, ça fait du bien, ça vous lave de tout le stress ambiant. Et surtout, les Japonais ont un mot pour ça, ils appellent ça le hinkaku. Et ça veut dire que c'est la façon de vivre des carpes, tout en souplesse, en calme et en majesté. Anthony van den Bosche traduit hinkaku par la prestance des carpes. Il dit « cette façon d'évoluer avec grâce entre deux eaux, d'envahir l'espace de sa présence douce et altière ». Qui aurait cru à un moment que des carpes aideraient les humains à mieux vivre ? Eh ben, c'est la magie du règne animal, celui qui applique le mieux la règle du carpe diem.
Je vous redonne les références. Grand Platinum d'Anthony van den Bossche est paru au Seuil. Merci Clara Dupont-Mono pour ce choix de lecture qui vous a tenu beaucoup à cœur. Hein. Oui. Vous avez beaucoup Très excluant pour les truites. On ne parle pas des truites. Ils sont majestueuses aussi, les truites. On aborde un autre sujet. Oui, je sais, on peut rien dire de toute façon ici. Ta vice-présidente en basket sur la couve du Vogue, ça n'a pas plu à une frange des Américains que Kamala Harris porte une tenue décontractée en une du prestigieux magazine américain. Magazine soupçonné de déprécier son sujet. Alors Vogue a changé sa couverture en optant pour une photo plus digne de Kamala Harris en tailleur. Voilà, c'est un petit peu plus radical de changer de couve que de photoshopper une paire de Converse, évidemment. Les Forbandes, ouais. On va faire les droits d'auteur. Ils étaient belges, les Forbandes, non? Ah, je crois pas, non. Ça, je sais Je pas. suis pas sûre. Je voudrais vérifier. Non, je pense pas. Non, c'est une ibis belge. Alors, changer de couverture. On a pensé à vous puisque vous enseignez à Sciences Po, vous êtes communicant. Est-il vrai que quand Kamala Harris pose de façon plus décontractée avec des Converse aux pieds, c'est un peu dépréciatif et qu'une vice-présidente... est-ce qu'on imagine en France, un politique qui porterait des baskets? Est-ce qu'on imagine le général de Gaulle avec des baskets? Exactement. Voilà. Non, pas vraiment. Alors, il faut savoir que ce type de couverture, c'est toujours une négociation entre la candidate, un aéropage conséquent de conseillers qui tous ont quelque chose à dire et le journal. Et que, en général, le journal se plie à la volonté du politique, ce qui est extrêmement étrange toujours, et c'est comme ça que ça se passe là. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, on a un gros problème sur les stéréotypes raciaux, féminins, etc. Donc à partir du moment où vous montrez quelqu'un avec des stéréotypes, on va vous dire vous êtes en train d'en faire une noire, vous surjouez la noire décontractée des villes. Si vous la mettez en situation d'être dans la campagne, on va dire vous la réduisez à la campagne, l'animalité, etc. Donc la seule chose, c'est de faire la couverture la plus neutre possible. Et c'est un peu débile parce qu'au fond, tout ce qui fait l'intérêt de Kamala Harris et qui l'a propulsée au pouvoir, c'est justement tout ce qu'elle symbolise, tout ce qu'elle représente. C'est hyper intéressant. Et ce qui est fou, c'est qu'un magazine qui a fait un choix de mettre une photo revienne sous la pression. Là, vous allez vers Xavier Gorce, je sens, non? On va parler ça? Non, pas du tout, non. Mais ça, oui, finalement, il y a un petit parallèle à faire. Non, mais vous ne pensez pas que généralement, il y a un problème avec les vêtements des femmes quand elles sont dans les sphères de pouvoir? Parce que vous vous rappelez la polémique autour de Cécile Duflot avec sa robe à fleurs. Enfin, c'est quand même scandaleux. Depuis quand une femme pourrait pas s'habiller comme elle l'entend? Alors, c'est depuis toujours en politique. Moi, je conseille des femmes politiques aussi. On fait des campagnes municipales, locales pour des copains, des amis, voilà. Et pour les filles, c'est beaucoup plus dur. Parce que si vous vous habillez d'une certaine façon, vous êtes une salope. Si vous habillez d'une autre façon, vous êtes la maman castratrice. Si vous habillez... c'est un enfer sur Terre. Un homme doit simplement s'habiller correctement aujourd'hui. Il met des cravates s'il faut. Mais pour les femmes, c'est très, très compliqué. Ouais, ça s'appelle le patriarcat. Ça s'appelle, oui, je suis en train de découvrir le patriarcat, mais je veux dire, en politique, ça ne devrait pas exister. On devrait quand même. Je vais vous raconter juste une anecdote rapide parce que on fait des grands signes. Mais j'avais une candidate qui était très très bien et son mari avait le cancer. Enfin, il était malade. On lui a reproché pendant toute la campagne de délaisser son mari qui avait le cancer. Alors, pour rebattre cette rumeur, on l'a mise au 19-20 de France 3 avec son mari pour montrer que le mari allait quand même bien et qu'il supportait sa femme. Il était hyper content. Et là, on a eu des rumeurs sur le fait que c'était le mari qui était en fait le cerveau de l'opération. C'est insoluble. Oui, c'est insoluble. En effet. Alors, Juliette Arnaud, vous avez des questions insolubles également pour notre invitée. Sur l'échelle de 0 à 10 de la com politique réussie, 0 étant Marie-Antoinette et sa proposition de brioche, et 10 étant la force tranquille, et pas le dangereux gauchiste qui est là avec ses panzers soviétiques, à combien situez-vous, Julien, le héros de votre BD? Sur l'échelle de la communication politique, il sera un 7-8. D'accord. Ouais, non, il a encore une petite marge. Oui, voilà. Vous êtes obligé de choisir une cause perdue dont il s'agit d'améliorer l'image. Alors, vous choisissez soit Charline Gals rattrapée par une sombre rumeur d'adultère avec Madame Olson, ou le retour de Manuel Valls. Voilà, Charline Gals, sans hésiter. Même avec Madame Olson? Même avec Madame Olson, ce sera toujours mieux que Manuel Valls. Une petite question, Pierre Desproges. Comment ça va la petite santé, Madame Sagan? Pour vous, ça donne? Et quelle est l'ambiance à Sciences Po en ce moment? C'est pas terrible, c'est pas super. On a eu des meilleurs moments, on va pas se le cacher. Sur une île déserte, vous devez choisir. C'est ou Wi-Fi illimité ou patate illimitée. Sachant que qui dit patate dit frites. Qui dit patate dit purée. Qui dit patate dit raclette. Oui, ça va, c'est bon, Juliette, on a compris. Merci. Alors
Ouais, je vais dire Wi-Fi quand même. Sans Wi-Fi, je serais vraiment très très malheureux. Sans patate, je peux encore m'en sortir. Ouais, moi je pense que vous êtes fou, mais enfin bon, c'est pas grave. J'aurais peur de grossir aussi, ce qui n'est pas compatible avec ça n'a rien à voir avec les patates. Non, ça n'a rien à voir. Émeric Lompré est intervenu. On s'est réveillé, on a parlé de raclette. Dans l'affaire Didier Raoult, et en termes de com, qui a le plus merdé selon vous? Lui-même, les politiques shootés à la chloroquine ou l'Élysée? En termes de com, hein. En termes de com, c'est l'Élysée, parce que l'Élysée n'aurait jamais dû, le président n'aurait jamais dû se rendre au chevet d'un escroc, hein. Il faut le dire quand même. Je suis désolé pour le procès qui va suivre. Ouais, évidemment. Rapide. Mais c'est votre réponse. C'est une toute petite question. Vous êtes professeur de communication et en plus à Sciences Po, aka Sciences Pipo. Êtes-vous un pléonasme? J'ai pas compris la question. Il est malin. Vous pourrez la réécouter en podcast, c'est très bien. Philippe Moreau Chevrolet, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci. Je rappelle que vous avez scénarisé cette bande dessinée qui s'appelle Le Président, avec les dessins de Morgane Navarro, avec une petite pastille Méfions-nous des clowns, qui imagine donc Cyril Hanouna je peux en ajouter campagne. juste une chose sur Manuel Valls. Ouais. C'est très très court. On avait mis dans la BD, on a mis une citation de Romain Gary. Je ne suis pas français, mais la France coule dans mes veines. Et Manuel Valls a fait cette citation. Nous, on a fait ça comme un gag en disant personne n'osera jamais reprendre ça. Et Manuel Valls en a fait le titre de son prochain livre. Donc si j'avais une demande à formuler, ne reprenez pas ce qu'on a mis dans la BD. Ce n'est On qu'une n'a pas fiction. fini de rire, donc. Je vous dis à demain. Voici le mot de la fin. Une journée de plus en moins. On va aller dormir, puis demain on recommence. Si le canapé, je le mettais plutôt ici, et la table comme ça. Du coup, l'étagère, je la mettrais là, et la lampe ici. Voilà.